Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où irait votre propre enfant pour gagner de l'argent? Jusqu'où peut aller l'ingratitude lorsque l'amour est remplacé par l'avidité? Je tenais fermement le téléphone tandis que des larmes coulaient silencieusement sur mon visage ridé. La neige tombait impitoyablement dehors à Lyon, mais le froid que je ressentais venait de l'intérieur. Je venais de découvrir la vérité que craignent beaucoup de mères. Mon fils unique, celui pour qui j'ai sacrifié toute ma vie, avait prévu de me trahir de la manière la plus cruelle possible. Maman, je vais devoir voyager une semaine à Marseille. Le travail, ça compte, tu sais ce que c'est. La voix d'Antoine était différente. Après 60 ans dans ce monde, dont 35 consacrés exclusivement à lui, j'ai appris à identifier les subtilités de la voix des gens. Surtout le sien. Bien sûr, mon chéri. Bon voyage. J'ai répondu avec la même douceur que toujours, tout en tenant dans mes mains ridées la lettre que je venais de recevoir de l'agence immobilière. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre de ma petite maison de la Croix-Rousse, le quartier où nous avons passé notre vie, où chaque pierre du trottoir connaissait mes pas fatigués. La lettre dans mes mains tremblait. Chère Madame Moreau, nous souhaitons confirmer votre intérêt pour la vente de la propriété située rue des Capucins. Une vente que je n'ai jamais autorisée. Une vente qui ne pouvait avoir qu'une seule explication. Mon fils, mon Antoine, cherchait à vendre la maison où j'habitais, la maison qui m'appartenait. Ma maison. J'ai laissé échapper quelques larmes, non pas de tristesse, mais d'une profonde déception qui semblait n'avoir aucune fin. Combien de nuits ai-je passé éveillée à l'hôpital où je travaillais comme infirmière? Combien de repas ai-je sauté pour qu'il puisse avoir les meilleurs vêtements, les meilleurs livres? Combien d'amour ai-je abandonné pour lui consacrer chaque seconde de mon existence? J'ai regardé mes mains. Des mains fatiguées, marquées par le temps et le travail acharné. Des mains qui ont bercé cet enfant pendant des nuits interminables, qui ont essuyé ses larmes, qui ont applaudi ses petites réalisations. Des mains qui détenaient désormais la preuve de la plus grande trahison qu'une mère puisse subir. Mais je n'avais pas peur. Non, j'étais déjà prêt. Si vous avez déjà élevé un enfant, si vous avez déjà abandonné vos rêves pour quelqu'un que vous aimez, ou si vous avez déjà ressenti cette profonde douleur d'ingratitude, restez ici avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Je vais vous révéler comment j'ai transformé la plus grande trahison de ma vie en une opportunité de recommencer. Ma dignité à 60 ans, continuez à regarder jusqu'à la conclusion. Et pour ne manquer aucune de nos histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. La sagesse qui vient avec notre âge mérite d'être partagée, n'est-ce pas? Je suis née dans un petit village près de Bordeaux, fille de paysans qui savaient à peine lire et écrire. Mais dès mon plus jeune âge, mon père m'a appris que l'honnêteté était le seul héritage qui comptait vraiment. Céline, dit-il, quand on n'a rien, on a au moins notre parole. Je me suis mariée jeune, amoureux d'un étudiant en médecine qui s'appelait André Moreau. Nous avons déménagé à Lyon, où il ferait sa résidence, et je travaillerais comme assistante dans le même hôpital. Nos rêves étaient simples, notre propre maison, des enfants et une vie digne construite avec la sueur de notre travail. Antoine est né une nuit d'orage, alors que les eaux du Rhône menaçaient de déborder. Il était si petit, si fragile, mais ses poumons démontraient déjà toute la force qu'il pouvait avoir. André me tenait la main lorsque nous avons entendu son premier cri. « Il sera fort comme toi, Céline », dit mon mari, les yeux larmoyants. Mais le destin a ses propres règles. Alors qu'Antoine n'avait que 3 ans, André est victime d'un accident mortel alors qu'il revenait du travail. Un conducteur ivre, un virage dangereux, et soudain, j'étais une veuve de 26 ans avec un jeune fils et un avenir incertain. L'assurance d'André était modeste, mais j'ai réussi à acheter cette petite maison à la Croix-Rousse. 2 chambres, un salon confortable et une cuisine où je passerai des décennies à préparer les repas de mon fils. Les voisins me regardaient avec pitié, mais je n'avais pas le temps de pleurer. Il avait un fils à élever. J'ai trouvé un emploi d'infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Travail de nuit, vacances, Noël, Nouvel An, je les ai tous acceptés pour gagner un peu plus. Ma voisine, Madame Leclerc, une femme de 70 ans, gardait Antoine pendant mes absences.
C'est un garçon tellement gentil, Céline. Tellement poli. Et ça l'était. Antoine a grandi en étant un garçon poli et studieux, obtenant toujours les meilleures notes. Son visage s'éclairait lorsque je rentrais épuisé du travail. Maman, regarde ce que j'ai dessiné pour toi, ou maman, j'ai eu les meilleures notes en mathématiques. Ces moments ont nourri mon âme, justifié chaque goutte de sueur. Quand il a eu 16 ans, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Les câlins spontanés sont devenus rares. Les conversations, autrefois animées, se sont transformées en monosyllabes. Comment s'est passée ta journée? Normal. As-tu besoin de quelque chose? Non. L'adolescence, pensais-je. Juste une phase. Mais ce n'était pas le cas. Antoine a obtenu une place au prestigieux Sciences Po Paris. Mon cœur a explosé de fierté, même si je savais que cela signifierait plus d'heures de travail, plus de quarts de travail supplémentaires, plus de sacrifices. Ça va en valoir la peine, me répétais-je en comptant les sous pour joindre les deux bouts. Les visites à Lyon se font de plus en plus rares. Des connexions rapides, des cadeaux impersonnels à Noël, des cartes postales provenant d'endroits que je ne connaissais que grâce aux images qu'il a envoyées. Je suis occupée, maman, était son excuse constante. Et j'ai cru, parce que je voulais croire. Parce qu'une mère veut toujours croire au meilleur de son enfant. Il a obtenu son diplôme avec mention et a trouvé un emploi dans une grande banque d'investissement. Il achète un élégant appartement près de la Seine. Il a retrouvé Sophia, une avocate sophistiquée qui me regardait à peine lors des rares occasions où nous nous rencontrions. Il a commencé à fréquenter des restaurants étoilés Michelin, tandis que je continuais à compter les sous au supermarché. J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent, maman. La première fois qu'il a demandé, c'était pour investir dans une entreprise prometteuse. 30 000 €, toutes mes économies. Je vous rembourserai le double, a-t-il promis. J'ai ouvert mon compte épargne sans hésitation. C'était mon fils. L'argent n'est jamais revenu. Puis vint la deuxième commande. Et le troisième. Toujours avec des excuses élaborées, toujours avec des promesses de retour qui ne se sont jamais concrétisées. J'avais déjà perdu le compte de tout ce que je lui avais donné quand, il y a 3 mois, il s'est présenté à ma porte. Maman, j'ai réfléchi. Cette maison est trop grande pour toi seule. Pourquoi ne la vends-tu pas et ne déménages-tu pas dans un appartement plus petit? Je peux t'aider à la vente. Ses yeux ne rencontrèrent pas les miens pendant qu'il parlait. J'ai remarqué que ses vêtements étaient encore plus chers que d'habitude, sa montre devait coûter plus cher que toutes mes années de travail réunies. Je vais y réfléchir, Antoine. C'est tout ce que j'ai répondu. Il est parti le jour même, mais pas avant d'avoir ouvert mes tiroirs sous prétexte de chercher une vieille photo. Maintenant, je sais que je cherchais l'acte de propriété de la maison. Une semaine après sa visite, j'ai reçu le premier appel de l'agence immobilière. Une voix polie, me demandant si j'étais toujours intéressé à vendre la propriété, comme « votre fils l'avait indiqué ». J'ai demandé plus d'informations et, avec un calme que je ne pensais même pas posséder, j'ai dit que je devais vérifier certains détails. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enquêter. J'ai découvert qu'Antoine avait contrefait ma signature sur une procuration. J'ai découvert qu'il était endetté jusqu'aux yeux à cause de son style de vie extravagant. J'ai découvert que Sophia l'avait quitté lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle manquait d'argent. Et j'ai découvert que vendre ma maison serait son salut financier. Cet appel d'aujourd'hui, à propos du supposé voyage à Marseille, avait en fait pour but de rencontrer un acheteur potentiel. Acheteur pour la maison qui a abrité toute ma vie, toute mon histoire. La maison où chaque recoin contenait un souvenir, où chaque mur connaissait mes sacrifices. J'ai posé la lettre sur la table et, avec une détermination qui m'a moi-même surpris, j'ai décroché le téléphone. Il était temps d'agir. La sonnerie du téléphone résonna dans la pièce alors que je prenais une profonde inspiration. Agence immobilière Dubois, comment puis-je vous aider?
Bonjour, ici Céline Moreau. Je vous appelle au sujet de la vente de ma propriété rue des Capucins. Ah oui, Madame Moreau. Votre fils nous a informé que vous seriez prête à signer les documents définitifs ce week-end. Mon cœur se serra, mais ma voix resta ferme. En fait, j'aimerais annuler cette vente. Immédiatement. Un silence inconfortable de l'autre côté. Madame, je crains que nous ayons déjà un acheteur intéressé. Votre fils nous a assuré que... Mon fils n'a pas ma procuration pour vendre cette propriété. Ma voix n'a pas tremblé. Tout document que vous avez portant ma signature est un faux. Et je suis prêt à le prouver légalement. Encore un silence, plus long cette fois. Je vois. Nous devons vérifier notre documentation. Nous vous contacterons bientôt. Ce ne sera pas nécessaire. Considérez cette affaire close. Et s'il tente de procéder à cette vente frauduleuse, mon prochain contact se fera par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai raccroché et j'ai regardé longuement par la fenêtre. De gros nuages annoncèrent encore de la neige pour la fin de la journée. J'ai toujours aimé l'hiver à Lyon, la façon dont la ville se transformait sous le manteau blanc, les lumières dorées se reflétant sur la neige au crépuscule. Puis j'ai appelé mon vieil ami Bernard, un avocat à la retraite qui prenait souvent un café avec moi le dimanche matin, place des Terreaux. Mon Dieu, Céline, c'est très sérieux. S'exclama-t-il après que j'ai raconté toute l'histoire. Antoine pourrait faire l'objet de poursuites pénales pour faux. Je sais, Bernard. Mais je ne veux pas le poursuivre en justice. C'est mon fils. Aussi douloureuse que soit sa trahison, l'idée de le voir derrière les barreaux m'était insupportable. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Donnez-lui une leçon. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Pendant les 3 jours suivants, j'ai travaillé sans relâche sur mon plan. D'abord, je me suis rendu à la banque et j'ai transféré mes petites économies sur un nouveau compte auquel Antoine n'aurait pas accès. J'ai ensuite consulté un avocat recommandé par Bernard, qui m'a aidé à préparer un nouveau testament. Finalement, j'ai appelé Mathilde, la sœur d'André, qui habitait Toulouse. Nous ne nous étions pas souvent parlé depuis la mort de mon mari, mais elle m'a toujours traité avec gentillesse. J'ai expliqué la situation et fait la demande qui serait fondamentale pour mon projet. Après un moment d'hésitation, elle accepta. Le 6e jour, alors que je savais qu'Antoine reviendrait de son supposé voyage de travail, j'ai organisé la maison comme si j'allais recevoir des visiteurs importants. J'ai mis des fleurs fraîches sur la table, j'ai préparé son plat préféré, le coq au vin, la même recette que ma mère m'a apprise, et j'ai porté ma plus belle robe, une bleu marine qu'André a toujours louée. L'horloge indiquait exactement 17 heures lorsque la sonnette retentit. Mon cœur s'est accéléré, mais ma détermination est restée inébranlable. « Maman ?» La voix d'Antoine semblait surprise de me voir ainsi habillée. « Tu attends quelqu'un ?»« Oui, mon fils. Je t'attends. » Son regard confus rencontra le mien. « Entrez, Antoine. Nous avons beaucoup de choses à dire. » Il me suivit dans la salle à manger, où la table était mise pour 2. Ses yeux parcoururent la pièce, remarquant chaque détail. « De quoi s'agit-il, maman ?»« Un dîner d'adieu. » J'ai répondu calmement, lui indiquant la chaise pour qu'il puisse s'asseoir. « Adieu ? Vous partez en voyage ?» L'inquiétude dans sa voix n'était pas pour moi, réalisai-je. C'est à cause de son plan que tout pourrait s'effondrer. « Non, Antoine. Tu le feras. » J'ai servi le vin dans 2 verres. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prenait les vôtres. Je ne comprends pas. Je suis au courant pour la vente de la maison, Antoine. Dis-je finalement, mes yeux fixés sur les siens. Je suis au courant pour la fausse procuration. Je suis au courant pour vos dettes. Je sais tout. Son visage pâlit. J'ai vu ses lèvres bouger, essayant de former des mots qui ne venaient pas.
Maman, je peux t'expliquer. Les choses ont été difficiles, et j'ai pensé. Non, Antoine. Il n'y avait aucune pensée. Il n'y avait que de l'égoïsme. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à l'étagère, où j'ai sorti un album photo. Je l'ouvris avec précaution, lui montrant la première page. Tu vois cette photo? Ton père te tient dans ses bras pour la première fois. Il t'aimait tellement, Antoine. Nous l'aimions tous les deux. J'ai tourné la page. Tiens, ton premier jour d'école. J'ai pleuré toute la journée après t'avoir laissé dans cette pièce. Je n'arrêtais pas de tourner les pages, montrant des moments de notre vie ensemble. Antoine restait silencieux, les yeux fixés sur les images. Je m'en fichais des sacrifices, mon fils. Chaque nuit blanche, chaque repas sauté, chaque moment de solitude, tout cela en valait la peine parce que c'était pour toi. Mais maintenant je réalise que j'ai échoué dans quelque chose de fondamental. Je n'ai pas réussi à t'enseigner la valeur de la gratitude. J'ai fermé l'album et l'ai posé sur la table. La maison n'est pas à vendre, Antoine. J'ai tout annulé et alerté l'agent immobilier de la fraude. Je pourrais te dénoncer à la police, tu sais. La contrefaçon est un délit. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Maman, s'il te plaît, je ne vais pas faire ça. Je suis toujours ta mère. Mais je ne vais plus te laisser m'utiliser non plus. Je me relevai et me dirigeai vers la fenêtre. La neige avait recommencé à tomber. Ce matin, j'ai effectué un virement bancaire sur votre compte. C'est tout ce que j'ai d'épargne. 50 000 €. Cela devrait suffire à rembourser certaines de vos dettes les plus urgentes. Ses yeux s'illuminèrent un instant de ce qui ressemblait à de la gratitude, mais je réalisai vite que ce n'était que du soulagement. Un soulagement financier, pas une reconnaissance morale. Mais cet argent est assorti d'une condition. J'ai continué. Je veux que tu sortes de ma vie, Antoine. Complètement. Le choc sur son visage était palpable. Quoi? Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Ma voix ne trahissait pas la douleur qui me déchirait le cœur. Vous aurez cet argent et vous ne reverrez plus jamais un centime de ma part. Cette maison, quand je partirai, ne sera pas la vôtre. J'ai déjà fait un nouveau testament, le laissant à la fondation qui héberge les enfants orphelins de l'hôpital où je travaillais. Antoine se leva, laissant tomber son verre de vin sur la nappe blanche. La tache rouge s'est étendue à mesure que la vérité a finalement été révélée. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils unique. Être un fils n'est pas qu'une question de sang, Antoine. C'est une question de caractère. Il commença à arpenter la pièce, passant ses mains dans ses cheveux, le désespoir étant évident dans ses gestes. C'est absurde. Tu as besoin de moi, tu l'as toujours eu. Qui va prendre soin de toi quand tu seras grand? Les mêmes personnes qui se sont toujours souciées de moi, moi-même et les vrais amis que je me suis construits tout au long de ma vie. Les mêmes que vous n'avez jamais voulu rencontrer. Antoine attrapa son manteau, le visage déformé par la colère et l'incrédulité. Tu vas le regretter, maman. Tu vas avoir besoin de moi et je ne serai pas là. Je n'ai jamais eu besoin de toi, Antoine. J'avais besoin du fils que je pensais avoir élevé. Ce garçon aux yeux brillants qui dessinait pour moi. Il est parti depuis longtemps. Antoine se dirigea vers la porte en se retournant une dernière fois. Ce n'est pas fini. Oui, mon fils. C'est fini. La porte s'est refermée, faisant trembler les cadres du mur. Je suis resté longtemps immobile, sentant le poids de décennies de sacrifices sur mes épaules. Les larmes sont finalement venues, mais ce n'était pas que des larmes de tristesse. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose comme la libération. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit.
Le printemps est arrivé à Lyon, apportant avec lui le renouveau tant attendu. Les toits de la Croix-Rousse, autrefois recouverts de neige, arborent désormais les tons chauds des vieilles tuiles sous le soleil d'avril. Les fleurs commençaient à s'épanouir dans les petits jardins de la rue des Capucins et l'air portait le doux parfum d'un nouveau départ. Antoine n'a pas essayé de me recontacter. Grâce à des amis communs, j'ai appris qu'il avait déménagé à Bruxelles, où il a trouvé un nouvel emploi. Moins prestigieux que le précédent, certes, mais un nouveau départ pour lui aussi. L'argent que je lui ai donné a suffi à réorganiser une partie de sa vie. Il devra bâtir le reste sur ses propres mérites. Quant à moi, dans les premiers jours qui ont suivi notre confrontation, je me sentais comme une maison vide structurellement intacte mais sans but. Les murs connaissaient ma douleur, les fenêtres étaient témoins de mes nuits blanches. C'est Mathilde, ma belle-sœur, qui m'a tiré de cette impasse. Comme convenu dans notre plan, elle est venue me rendre visite 2 semaines plus tard. Mais elle n'est pas venue seule. Céline, je veux te présenter Claire. Claire avait 12 ans et avait les mêmes yeux bleus perçants qu'André. Elle était la fille de Jean-Luc, le frère cadet d'André, récemment décédé avec son épouse dans un accident de voiture. La jeune fille, désormais orpheline, avait besoin d'un foyer temporaire en attendant que les services sociaux trouvent une famille pour l'adopter. « Peut-elle rester avec toi quelques semaines ?» demanda Mathilde. Ce serait idéal pour elle de rester avec sa famille pendant cette période difficile. J'ai regardé la fille, ses yeux portaient la même tristesse que j'avais connue à 26 ans. Sa petite valise à ses côtés, contenant toutes les affaires qui lui restent de sa vie antérieure. « Pas avant quelques semaines, répondis-je. Claire peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. » La chambre d'Antoine, intacte depuis des années, a un nouvel occupant. Les murs bleus étaient peints en jaune vif, ces vieilles affiches de groupes de rock laissaient place à des photos de chevaux et des affiches de films d'aventure. L'étagère, autrefois remplie de manuels scolaires poussiéreux, présentait désormais des collections colorées de littérature pour jeunes adultes. Les premières semaines ont été tendues, Claire s'adaptant à la nouvelle réalité et moi réapprenant à partager ma vie. Nous avons communiqué par des gestes prudents, respectant le chagrin de chacun. Mais peu à peu, les repas silencieux se sont transformés en conversations animées. Leurs rires commencèrent à remplir les espaces vides de la maison. Un après-midi, alors que nous rangeayions le grenier, Claire a trouvé une boîte contenant mes vieux fournitures de peinture. Dans ma jeunesse, avant que les responsabilités ne prennent tout mon temps, je peignais. Des paysages, principalement. De petites peintures qui capturaient l'essence des lieux que j'ai visités. « Étiez-vous un artiste ?» demanda Claire, les yeux brillants d'émerveillement en examinant une toile fanée du Rhône au coucher du soleil. « Juste un amateur », répondis-je avec un sourire timide. « Pouvez-vous m'apprendre ?» Le lendemain, nous avons acheté de nouvelles peintures, pinceaux, toiles. Nous avons installé un petit studio de fortune sur le porche arrière, où la lumière naturelle était parfaite le matin. Claire était d'un naturel, ses traits révélaient une sensibilité qui m'a surpris. Pendant que nous peignions ensemble, elle a commencé à parler de ses parents, de l'accident, de ses peurs. Et moi, pour la première fois depuis des décennies, j'ai parlé d'André, de mes rêves abandonnés, de la douleur de voir Antoine s'éloigner. Nos douleurs, si différentes et si semblables, trouvèrent un réconfort mutuel. Un mois plus tard, lorsque les services sociaux sont venus voir Claire, elle s'est accrochée à ma main. « Je veux rester avec tante Céline », a-t-il déclaré fermement. L'assistante sociale m'a regardé, m'interrogeant silencieusement. « Si c'est possible ?» Ma voix s'éteignit, émue. J'aimerais lancer le processus d'adoption. La bureaucratie était épuisante. Mon âge était un facteur de complication, mais ma santé, ma situation financière stable, et surtout, le fait que j'étais apparentée ont joué en faveur. 6 mois plus tard, Claire est officiellement devenue ma fille. Aujourd'hui,
Au moment où j'écris ces mots, nous terminons une année ensemble. Claire est à l'école, en 7e année avec d'excellentes notes. Ces tableaux décorent nos murs, apportant de la couleur et une nouvelle vie à chaque pièce. J'ai une exposition prévue dans la petite galerie du quartier Mon Retour à l'art après 4 décennies, encouragée par elle. Hier, j'ai reçu une lettre d'Antoine. L'enveloppe est restée fermée sur la table pendant des heures pendant que je trouvais le courage de l'ouvrir. Quand je l'ai finalement fait, j'ai trouvé une brève note et un chèque représentant tout l'argent que je lui avais prêté au fil des ans. Maman, j'espère que tu vas bien. Je reconstruis ma vie et j'apprends la valeur des choses qui comptent vraiment. Peut-être qu'un jour tu pourras me pardonner. Mon amour, Antoine. Je n'ai pas encore répondu. Je ne répondrai peut-être jamais. Certains liens, une fois rompus, ne peuvent être renoués de la même manière. Mais j'ai gardé sa lettre dans un tiroir, avec les photographies que je lui ai montrées un jour. Claire va bientôt rentrer de l'école. Peignons ensemble, comme nous le faisons chaque après-midi. Ensuite, nous marcherons jusqu'au Rhône pour admirer le coucher du soleil. Et pendant que nous regardons les eaux dorées le soir, je te parlerai peut-être de ton cousin Antoine. Pas à propos de sa trahison, mais à propos du garçon aux yeux brillants qu'il était autrefois. Sur la façon dont les choix façonnent notre caractère et sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise au cours de la soixantaine. La vie se déroule rarement comme nous le prévoyons, mais elle offre toujours de nouveaux chemins vers notre cœur. Mon fils a dit qu'il voyageait pour le travail mais il est allé vendre ma maison. Je n'avais pas peur, j'étais prêt. Prêt à pardonner, à avancer, à renaître. Prêt à enfin trouver mon propre chemin. Et vous? Avez-vous déjà vécu une histoire d'ingratitude comme celle-ci? Ou peut-être aviez-vous besoin de réapprendre à donner la priorité à vos propres rêves après des années consacrées à votre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires, votre histoire pourrait être le câlin dont quelqu'un a besoin en ce moment. Nous avons tous des cicatrices et des victoires qui méritent d'être racontées. Combien de fois avons-nous dû nous réinventer après 50 ans, n'est-ce pas? Racontez-nous votre parcours et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer cette conversation qui fait chaud au cœur et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dans nos luttes et nos nouveaux départs. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos histoires qui touchent l'âme et reflètent nos propres expériences de vie.